Alors, je m'appelle Owen Simonin, j'ai 24 ans, je suis un jeune entrepreneur. Je réalise des vidéos qui essayent de décortiquer les technologies complexes comme par exemple la blockchain et les crypto-monnaies et j'ai créé différentes entreprises dans cet univers. Mon père était dans le monde du sport, ma maman était artiste peintre, mon frère était dans l'informatique, il voulait faire de l'open source à l'époque, alors que moi j'étais toujours, depuis toujours, j'avais envie de créer, j'avais envie d'organiser, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit l'entrepreneuriat, c'est un goût qui m'est venu naturellement, j'ai toujours eu envie d'identifier un besoin et d'essayer d'y proposer des solutions, mais il n'y a pas vraiment d'origine, il n'y a pas vraiment d'explication concrète à, disons que cette envie est plutôt ex nihilo et on ne sait pas trop d'où elle vient. Je pense que ce qui m'a beaucoup cadré, c'est le plaisir. En fait, j'ai toujours fait des choses qui m'amusaient et comme quelqu'un qui retourne sur un jeu vidéo qu'il aime bien et où il peut passer plusieurs heures, quand on s'amuse, on regarde pas le temps, on compte pas ses heures et du coup, comme c'est quelque chose qui me plaisait, qui m'intriguait et qui me demandait vraiment beaucoup d'attention naturellement parce que j'étais curieux, parce que je voulais savoir, eh bien naturellement, ça m'a cadré et ça m'a demandé d'aller toujours plus loin, de comprendre beaucoup plus ce que je disais et donc de me renseigner en amont. Comme j'essayais de faire des contenus pour le démocratiser, je devais savoir de quoi je parlais. Et donc, naturellement, je devais me renseigner et avoir plus d'informations toujours plus correctes possible pour pouvoir informer ma communauté. Et naturellement, après, une entreprise, une seconde, ça vient cadrer, apporter une certaine structure et une certaine rigueur à certaines des actions qu'on a fait. Et naturellement, petit à petit, ça vient cadrer cet apprentissage et ce développement. Alors, l'idée, c'est naturel, hein. J'étais en stage chez mon frère et puis moi qui étais toujours dans les jeux vidéo, les points, les pièces d'or dans World of Warcraft, on m'a parlé de ces valeurs virtuelles et naturellement, j'ai fini par tomber sur le Bitcoin et là, je me suis rendu compte que c'était encore un autre niveau. Il y avait une structure et des fondamentaux encore plus profonds et naturellement, je me suis intéressé à ça pour la spéculation au début, mais quand j'ai creusé, j'ai vite compris que ça allait beaucoup plus loin. Après, de fil en aiguille, je suis tombé dans quelque chose qui m'a vraiment intrigué et du coup, j'ai commencé à y passer beaucoup plus de temps et à y consacrer plus de temps. Le problème, c'est que je me confie vraiment beaucoup publiquement, donc j'ai pas vraiment de secret. Je suis quelqu'un de très curieux et je suis intéressé par à peu près toute forme de choses et quand ça va intriguer et même quand ça va être un petit peu troublant, quand on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de quelque chose, même si ça ne m'attire pas particulièrement, le fait de ne pas le comprendre, le fait que ce soit en marge de ce qui se fait d'habitude, ça va me donner terriblement envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, même si ça ne m'attire pas particulièrement, le fait que ce soit incompris et le fait que ce soit vraiment pas mon langage va me donner envie d'en savoir plus. Alors là, pour le coup, j'étais en stage chez mon frère dans son entreprise Vivoca, avec qui on exerce toujours aujourd'hui. Et je suis tombé sur l'un de ses collègues qui m'a dit « Ça m'étonne, toi qui étais dans ces points et dans ces fameuses monnaies dans les jeux vidéo, que tu t'es jamais intéressé au Bitcoin. » Et quand je suis tombé dessus, je me suis rendu compte, bon, transaction, sans tiers de confiance, de particulier à particulier, sans organisme central, c'est impossible. Je rentre chez moi, je balance mon sac, je me souviens de la virulence avec laquelle j'ai fait ce mouvement. Tout de suite, je me mets derrière un ordinateur, je télécharge deux portefeuilles sur deux portefeuilles crypto sur deux ordinateurs différents et je réalise une transaction. J'ai pu échanger comme si j'étais deux personnes totalement différentes. Bon, je l'ai fait d'un ordi à un autre, mais ça aurait pu être deux ordis à l'autre bout de la planète. Et là, je me suis dit, waouh! Soit il y a un truc que j'ai pas compris, c'est une arnaque, il y a quelque chose que je ne saisis pas, puis c'est une apparence, soit c'est réel, et à ce moment-là, c'est un vrai nouveau paradigme. Je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à faire, qui sont encore en train d'être inventées, qui sont encore en train d'être définies dans le monde financier traditionnel. Et évidemment, j'ai tendance, étant donné que j'ai découvert les crypto-monnaies en premier lieu, à voir beaucoup de dérives qu'il y a eu et beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais plus j'avance et plus j'apprends à reconnaître ce système, plus je me rends compte que la blockchain est à sa façon, avec son propre langage, en train de redéfinir et remodeler des mécanismes qui existaient déjà dans la finance traditionnelle. L'objectif étant toujours de proposer les mêmes solutions, mais avec une forme et une nomenclature totalement différentes. D'où la finance décentralisée, par exemple. Je pense que c'est un système financier où on a le choix. Et c'est un système financier qui est compris des personnes qui l'utilisent et donc pas simplement d'une
des dessins de quelques personnes qui disent ça doit se passer comme ça doit fonctionner comme ça et la gouvernance est centralisée de telle et telle façon. Je pense qu'on doit avoir le choix d'utiliser différentes solutions. En fait, j'ai rien contre la centralisation et contre un organisme qui propose un modèle. Ce que j'aime pas, c'est le fait qu'il y ait qu'un organisme qui propose un modèle et qu'on soit obligé légalement ou structurellement d'utiliser cet organisme. Alors, globalement, j'ai rien contre les entreprises centralisées à partir du moment où on a le choix entre différentes entreprises centralisées, entre différents acteurs, différentes méthodes, différentes valeurs proposées par ces entreprises. À ce moment-là, c'est un choix, il y a une libre concurrence qui fait que chacun peut trouver quelque chose qui lui correspond. Ce qui est embêtant, c'est quand il y a une contrainte, une obligation d'utiliser quelque chose et qu'on ne peut pas le nuancer, qu'on ne peut pas avoir d'autres options. Et donc là où ce que j'aime beaucoup dans la décentralisation, contrairement à beaucoup de gens qui veulent que la décentralisation s'oppose à la centralisation, la remplace, la détruise et vice-versa, parce que ça va dans les deux sens. Moi, je pense qu'un bon modèle, c'est un modèle hybride, un modèle où il n'y a pas un 0 et un 1, un modèle où il y a un curseur qu'on peut réajuster et où on peut, en fonction de ses goûts, de ses envies du moment, mais également de ses envies futures, s'adapter et trouver des solutions qui correspondent plus ou moins aux besoins qu'on a maintenant, et donc le droit de faire un petit peu de tout finalement. Alors, il y a les crypto-monnaies et les crypto-monnaies, hein. Il y a à boire et à manger dans cet écosystème, hein. Il y a les crypto-monnaies sérieuses qui ont certaines valeurs. Il y a le Bitcoin qui est lui porteur, et on peut même dire le socle de certaines de ces valeurs qui ont été posées dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a des technologies qui sont là juste pour régler des problèmes très particuliers. Donc j'ai envie de dire oui, c'est une bonne source de diversification quand on a du coup un socle de connaissances, quand on a pris le temps du coup d'avoir de la visibilité et un petit peu de recul, quand on a compris et accepté la volatilité de ces jeunes monnaies. Pour le coup, Bitcoin, plus le temps passe, plus sa volatilité, qui est toujours folle aujourd'hui, est en train de se tasser. Il y a des très jeunes crypto-monnaies qui peuvent aller très très vite, beaucoup trop vite pour des gens qui ne sont pas initiés et avertis à ces pratiques-là, en allant privilégier des projets sur des vrais fondamentaux qui veulent répondre à des vrais besoins et donc s'ancrer dans une dynamique de 2, 3, 4 ans, qui est une échelle de temps très proche de l'éternité dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, il y a des stablecoins, c'est-à-dire que naturellement, il y a des crypto-monnaies qui sont adossées à des actifs plus stables, que ce soit de l'or, des métaux précieux, de l'euro, du dollar. Donc, c'est possible de rester dans le monde de la crypto tout en restant sur des actifs beaucoup plus stables. C'est plus aussi dangereux d'investir dans les crypto-monnaies pour moi aujourd'hui qui vis dans cet écosystème, qui voit des projets, qui en voit passer des vertes et des pas mûres et qui commence à les reconnaître au toucher. On finit par très rapidement discerner un bon projet d'un mauvais, d'une bonne intention, d'une mauvaise, etc., etc. Après, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des très très jeunes initiatives et la jeunesse est toujours une fragilité pour un projet parce qu'il va être confronté à des problèmes qu'il ne peut pas toujours anticiper. Il y a dans ce modèle une certaine antifragilité des projets qui sont les plus vieux. Bitcoin est là depuis 2009. C'est une boule de neige qui tourne, qui roule sa bosse toute seule de façon autonome et de façon démocratique depuis, et c'est ce qui en fait l'une des crypto-monnaies les plus solides, les plus résilientes, parce qu'elle a depuis toujours été confrontée à des attaques, elle a évolué, elle s'est incrémentée, elle a appris en fait finalement cette monnaie et la communauté qui a autour et qui la nourrit, et c'est ce qui fait que certaines crypto-monnaies bien plus âgées vont avoir plus de robustesse que des jeunes protocoles qui vont arriver. Et donc, il y a également cette question de valeur, mais surtout cette question de résilience réelle et aussi à quel point c'est utile. Ou alors, il existe des crypto-monnaies qui sont utiles que dans certains cas. Donc, pour le coup, ça va être la connaissance de ces actifs-là, mais pour diminuer sa volatilité, soit se positionner sur des grosses crypto-monnaies, qui restent malgré tout volatiles en fonction des périodes, soit vraiment se rapprocher de stablecoins ou de crypto-monnaies plus stables, du moins qui sont adossées à des actifs que l'on connaît comme étant plus stables. Le Bitcoin, dans sa façon d'être et dans ses, on va dire, les valeurs qu'il porte, on essaye de se rapprocher de quelque chose qui fait penser à l'or de par la limited supply, c'est-à-dire la quantité limitée et le fait qu'on ne peut pas en créer encore et encore comme dans certains actifs que l'on connaît tous. Donc, il y a en fait un certain parallèle dans les valeurs de Bitcoin. Toutes les crypto-monnaies ne sont absolument pas comparables de près ou de loin à l'or, ça n'a rien à voir. Le côté physique en donne un aspect différent. Il y a un certain angle réserve de valeur, mais une réserve se doit d'être plus ou moins stable. L'or est un petit peu volatile, le Bitcoin l'est encore beaucoup trop pour beaucoup du moins sur cette question. Par contre, c'est vrai que beaucoup de gens appellent le Bitcoin l'or numérique parce qu'il a certaines caractéristiques qui font que, selon moi, ça pourrait être un bon prétendant à ce fameux or numérique, du moins en devenir, quand il sera beaucoup plus utilisé, beaucoup plus stable. Comme on est limité, comme on est sur quelque chose qui est, en gros, qui se
prémuni du faux monnayage en fait. On peut pas faire du vrai or. Alors on peut faire de l'or qui ressemble à de l'or réel, mais ça ne sera jamais vraiment pareil, il me semble. C'est le poids, c'est la consistance, ce sera jamais exactement la même chose. Et bien pareil pour le Bitcoin. On peut faire quelque chose qui ressemble au Bitcoin, quelque chose qui a la même quantité de crypto-monnaies en circulation que le Bitcoin, mais on ne pourra jamais imiter ou dupliquer un Bitcoin. Mine de rien, ça leur donne certains parallèles où on peut vraiment les comparer et on peut faire des liens directs entre les deux actifs. Je pense vraiment que ce sera virtuel parce qu'on a besoin d'aller vite. La société, le monde bouge très vite et nous demande de nous adapter et d'adapter nous-mêmes nos méthodes à tout ce que l'on va utiliser autour de nous. Avant, on était dans un monde où on essayait de faire des solutions qui étaient adaptées à tous. Maintenant, on arrive dans une situation où si on veut être très agile, si on veut pouvoir aller très vite et parler du discours de tout le monde, c'est à nous d'apprendre le langage des autres, c'est à nous de développer des solutions pour pouvoir communiquer. Et je pense qu'un jour, on arrivera dans une solution où on pourra utiliser à peu près toutes les valeurs qu'on veut. Peut-être qu'on parlera plus de monnaie, peut-être qu'on parlera plus de réserve, mais qu'on parlera de valeur. Certaines choses auront de la valeur, d'autres non. Et pour les dépenser, il y a de grandes chances que ce soit des supports numériques qui nous permettent d'échanger cette valeur. Mon pire investissement, ça a dû être des petites crypto-monnaies légères, des petites crypto-monnaies où j'ai pas regardé, où j'ai acheté parce qu'on m'en a parlé vite fait, je voulais pas rater le truc, je m'y suis pas penché et j'ai acheté sans faire attention. C'est bête parce que plus on avance, plus on sait qu'il faut se renseigner, plus on le connaît parce que plus on connaît ses bases en fait finalement et on sait, on connaît les méthodes, le fameux do your own research. On se doit de faire ses propres recherches avant d'investir quelque part, mais quand on n'a pas le temps, quand on avance, quand on va vite, eh bien finalement on finit par prendre certaines positions que l'on ne suit pas et c'est souvent celles qu'on regrette en fait. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, on allait jeter un ordinateur fixe, une tour que j'avais il y a longtemps, et il y a un de mes associés qui fait non, on va le reconnecter à un écran quand même, on va le réallumer, on va lui redonner Internet, on va ouvrir les petits post-it, on va ouvrir les petits trucs à droite à gauche, on va mettre à jour Bitcoin Core, les différents wallets, et on va regarder, et je lui dis écoute, je me souviens qu'il y avait quelques poussières, mais globalement, il ne doit pas y avoir grand-chose. Ce pas grand-chose est devenu quelque chose de réellement significatif aujourd'hui, et quand on tombe dessus, on se dit c'est vrai que le fait d'oublier et en gros, de ne pas suivre le cours et de ne pas être tenté de revendre régulièrement sur une technologie en hyper croissance comme le Bitcoin et les crypto-monnaies, on a des fois des bonnes surprises quand on se détache un petit peu de la volatilité des cours et quand on se concentre sur les fondamentaux qu'on défend, quand on retrouve la valeur de quelque chose qu'on avait oublié depuis bien longtemps, des fois, et je dis bien des fois parce que c'est pas toujours le cas, on peut avoir une sacrée bonne surprise. J'ai pas un projet en particulier. Naturellement, Just Mining, c'est la société dont je suis le CEO et qui est en train vraiment de changer d'échelle aujourd'hui. Et c'est, disons, ce qui prend 90% de mon temps et qui fait que je me lève le matin avec cette envie d'aller en découdre et d'aller toujours essayer d'innover encore plus. Mais j'ai pas une chose, un produit. C'est un plaisir de construire dans cet écosystème. Mais comme il y a tout à faire et comme c'est une surcouche technologique, c'est un peu comme Internet, c'est pas une seule chose Internet. On peut être dans Internet en faisant du sport, on peut être dans Internet dans la musique, on peut être dans Internet dans la communication. Donc j'aime tellement de domaines, mais qui sont tous sous le scope de la blockchain et des crypto-monnaies, qu'en fait je m'amuse tant que je suis dans cet écosystème et je suis content d'avoir le droit, malgré le jeune âge que j'ai, et en plus de ça, le fait que ça explose aujourd'hui, maintenant, c'est une opportunité, on a été au bon endroit au bon moment, et en plus de ça, on commence à avoir des outils et des moyens pour construire cet écosystème et donc mine de rien essayer de définir aux côtés des gouvernements le droit et le cadre, essayer de communiquer pour éduquer les gens et essayer de donner des bases plutôt saines, encore une fois chacun essaye de le transmettre comme il peut et de se sentir utile au-delà que simplement ce qu'on est en train de faire, mais vraiment définir un cadre qui lui restera et qui mine de rien sera bien plus large et bien plus gros que de ce que l'on a apporté nous-mêmes directement à cet écosystème, mais essayer de contribuer à quelque chose de bien plus gros que soi, quoi, et ça c'est intéressant. J'aimerais dire Bitcoin. J'aimerais dire Bitcoin parce que je trouve que ces valeurs sont très nobles, elles sont très saines, elles n'ont pas, enfin c'était vraiment une volonté de montrer, c'était quelque chose genre je pose ça là, regardez ce qui est possible de faire et tirez-en les conclusions que vous voulez. Et c'est incroyable toutes les valeurs qu'apportait Bitcoin et surtout la résolution technique de problèmes qui étaient bien établis jusqu'alors, mais qui n'avaient pas d'outils qui permettaient d'eux. On avait identifié certains problèmes de centralisation, mais il n'y avait pas d'outils qui permettaient de les régler. La blockchain l'a proposé. Bitcoin, c'est la preuve que c'était possible, c'est le coup de feu, c'est le top départ qui dit regardez tout ce qu'on peut faire, amusez-vous et essayez de créer, pourquoi pas, un monde un petit peu plus juste, un petit peu plus transparent ou un monde qui vous ressemble un petit peu plus à vous, tout simplement. Moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui la détachent d'eux. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on entend par crypto? Si la blockchain, c'est que pour les crypto-monnaies,
Non, je pense qu'il y a des cryptos. Il y a la cryptographie peut, grâce à la blockchain, régler d'autres problèmes qui ne sont pas monétaires purement et durement. En attendant, la technologie de la blockchain, pour moi, n'est pas dissociable de ce qui va s'échanger en interne et ça peut être de l'information, ça peut être de la valeur, donc de la monnaie, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut, en fait, je vois vraiment la crypto-monnaie comme la crypto plutôt, comme le sang de la blockchain. Pour moi, c'est pas dissociable. Il y a tellement de contre-exemples qu'on pourrait sortir aujourd'hui. On peut dire oui, on peut dire non à cette question, mais pour moi, c'est une erreur, surtout dans le développement public de cet écosystème, de vouloir scinder et de dire non, on n'est pas une crypto-nation, mais on est une blockchain-nation. Ça, c'est très réellement vouloir détourner une vérité pour des raisons qui sont des postulats politiques, des postulats financiers, qui ne sont pas sains parce qu'on doit amener les bonnes valeurs qui vont avec et donc on doit aussi amener le côté crypto-monnaie qui va avec la blockchain. Non, parce que sinon on peut dire ça depuis la nuit des temps. Il me semble que c'est 4-5 000 ans où l'or a fait ses preuves et où l'or est une réserve de valeur qui permet également de réaliser certains échanges, même si c'est un peu plus compliqué quand on est sur des grandes valeurs et que c'est la matière physique. Mais en attendant, si l'or c'est pour les vieux, c'est toujours pour les vieux aujourd'hui, ce sera pour les vieux demain et ce sera pour les vieux toujours parce qu'il y a de grandes chances que ce soit toujours très utilisé dans le futur. Et quelque chose qui sera très utilisé dans le futur, ce serait quand même dommage de penser que c'est pour les vieux.